Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir tout le monde, mardi soir 19h, c'est évidemment en live sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube Game, et ça, je voulais le dire et le redire. D'ailleurs, un petit point comme ça, nous avons eu notre premier article sur Conspiracy Watch, c'est vraiment magnifique et j'en suis heureux. Je salue d'ailleurs Rudi Reichstadt d'écrire sur nous. Ce soir, nous avons Caroline Garlock-Terros, géopolitologue, docteur en sciences publiques, ancienne directrice du séminaire de l'école de guerre. Elle a rédigé Vers un nouveau Yalta, elle parle des Amériques, de la Chine, de la Russie, de l'Europe. Et là, aujourd'hui, on parlait de ces 4 blocs ensemble. Comment allez-vous, chère Caroline Garlock-Terros? Mais ça va très bien, je suis très heureuse d'être ici avec vous. Moi-même, je suis très avec heureux. vos Ça fait auditeurs. longtemps que je voulais faire un live avec vous. Et grâce à notre ami Olivier, que je salue, eh bien, vous êtes ici présente. Eh bien voilà. Vous avez écrit justement sur les US, la Chine, la Russie et l'Europe. Où se place l'Europe parmi ces 4 blocs aujourd'hui? C'est une bonne question d'introduction. Ça pourrait être la fin aussi. Écoutez, mais l'Europe, elle n'a pas de voix véritablement autonome. Elle s'est mise dans la roue américaine dès le début du conflit ukrainien. Et elle est de plus en plus, de mon point de vue, écrasée, en fait, par un jeu qui ne lui appartient pas, dont elle est d'une certaine façon l'autre proxy américain face à la Russie. Voilà, un gros proxy, mais un proxy qui fait tout ce qu'on lui demande, jusqu'à présent en tout cas, et qui malheureusement ne contribue guère à l'apaisement de ce tragique conflit actuel, voilà, au cœur de l'Europe, au cœur quand même de notre continent, même si ce n'est pas l'Union européenne. Et pourtant, justement, on nous avait vendu à l'époque, sur une question de l'Union européenne, comme étant l'espace qui allait être un espace autonome, indépendant. Et en réalité, cette autonomie, cette indépendance, on n'a pas gagné. On est devenu dépendant de la puissance américaine essentiellement. Mais on n'en veut pas. Je pense qu'on ne veut pas d'autonomie, on ne veut pas de réelle indépendance, en dépit des déclarations françaises ou parfois de certains autres qui osent dire qu'il serait bien quand même d'exister un peu par nous-mêmes. De toute façon, nous sommes enserrés, nous sommes auto-séquestrés, si vous voulez. Nous sommes volontaires, nous sommes volontaires pour être dépendants. Et ça se passe, voilà, ça se fait comme ça. Donc non, l'autonomie européenne, stratégique, militaire, elle n'existe pas. De toute façon, c'est dans les traités, que ce soit celui de l'OTAN ou que ce soit les traités de l'Union européenne qui prévoient que notre défense est assurée via l'OTAN. Qu'est-ce que disent ces traités? Ces traités disent, voilà, il n'y aura pas d'armée européenne comme l'on a voulu en France, mais il y aura forcément l'OTAN derrière qui dirigera la défense européenne? On ne le dit pas comme ça. Ce qu'on dit, c'est que c'est l'OTAN qui est la structure de sécurité, qui est, si vous voulez, le bras armé de la sécurité européenne et de la politique extérieure, d'ailleurs, et de sécurité européenne. Tout ça va ensemble, tout ça est articulé. C'est pour ça, d'ailleurs, que la question de l'Ukraine est plus complexe qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas simplement de la question de l'entrée ou non de l'Ukraine dans l'OTAN. Sa simple entrée dans l'UE mettrait en demeure, enfin obligerait les pays membres de l'UE qui sont membres de l'OTAN
à venir à son secours si elle était menacée d'une manière ou d'une autre. Donc si vous voulez, c'est un piège d'une certaine façon à plusieurs cliquets, à plusieurs degrés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sans être une grande puissance militaire? Ou est-ce que être une grande puissance économique suffit? Parce que malgré tout, l'Europe, même si on est, on va dire, un peu en crise quand même économique, on a un des PIB, un PIB supérieur aux autres, malgré tout. Oui, alors, bon, d'abord, on est quand même, je pense, dans une situation tous les Européens et les Américains aussi d'ailleurs, dans une situation économique et financière assez, acrobatique en ce moment. Et là aussi, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes puisque finalement, nous avons accéléré avec cette entrée, en guerre contre la Russie. Bon, c'est tout un enchaînement de choses, mais enfin, avec cet affrontement, nous avons en fait accéléré ce que moi j'appelle depuis des années la bascule du monde. Ça y est, maintenant, c'est rentré dans le dans le vocabulaire, ordinaire, c'est-à-dire le fait que les centres de puissance se sont agrégés contre le pôle occidental. Donc, on peut tout à fait être une puissance influente en étant qu'une puissance économique. Moi, je pense toujours à la France, qui était, à vrai dire, quand même les 2, et qui est toujours une puissance militaire qui n'est pas totalement, anecdotique. Simplement pour cela, il faut avoir une volonté politique, il faut avoir une vision du monde et il faut concevoir justement que si on a la chance d'avoir ces 2 atouts, ces 2 pieds, si vous voulez, de la puissance et de l'influence, l'économique et le militaire, on peut avoir un rôle qui n'est pas simplement, eh bien, de suivre les autres et de jouer toujours groupé, surtout quand ce groupe, a, une dynamique extrêmement, belliqueuse et dangereuse. Voilà, donc moi, c'est vrai que j'ai tendance, depuis des années déjà, bien avant ce conflit, à dire que la France a une position quand même à part, mais qu'il lui faut vouloir la tenir. C'est-à-dire, être non aligné. Ça n'empêche pas d'être membre de l'OTAN, mais pas de toutes ses instances forcément. Mais ça permet, en tout cas, ça pourrait nous permettre, si on se désalignait un petit peu, ce que j'appelle le pas de côté, de pouvoir être à l'initiative, de mesures ou de propositions d'apaisement. On ne peut pas continuer comme ça, c'est totalement ridicule ce qui est en train de se passer. C'est dangereux et ridicule. Mais comment aujourd'hui on juge une puissance militaire? Est-ce que c'est le fait d'avoir, par exemple, l'arme atomique ou d'avoir, je sais pas moi, des centaines de milliers de soldats? Comment on juge ça aujourd'hui? Ou peut-être le budget de la défense? Alors, il y a le club évidemment des puissances nucléaires avérées ou d'ailleurs, pas forcément déclarées, qui est un peu à part, celui-là, ça c'est sûr. Mais enfin, vous pouvez avoir des armées conséquentes. Regardez dans l'OTAN, la Grèce, regardez la Turquie, qui sont des puissances militaires qui ne sont pas insignifiantes. Alors, elles n'ont pas évidemment leur mot à dire. Nous avons des atouts en plus, si j'ose dire. On est encore l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. On est effectivement une puissance atomique. On est une puissance qui est présente par ses anciennes possessions sur tous les continents. Donc, une capacité malgré tout de présence ou de déplacement partout. On a un budget de la défense qui n'est jamais assez, bien sûr, important parce qu'il a subi une telle décrue à l'époque de la fin de l'histoire et des dividendes de la paix qu'on s'en est jamais vraiment remise. Mais néanmoins, on a quand même encore des atouts, mais on ne les fait jouer que dans une, comment dirais-je, que dans une dynamique de groupe, comme si tout seul, on ne se sentait pas suffisamment fort ou courageux pour pouvoir porter un discours, au moins une parole, une voix qui soit un peu singulière en Europe. Et je pense que vu ce qui est en train de se passer, vu la manière dont on s'est engouffré dans cet affrontement contre la Russie, ça devient extrêmement dangereux.
Si vous voulez, plus on est aligné, moins on est utile. Voilà. D'ailleurs, les Mais, puissances pivots, ce qu'on appelle les puissances Mhm. pivots, ce sont celles qui sont capables de ne pas s'aligner. Regardez la Turquie. La mais Turquie est un aujourd'hui, bon oui, exemple. aujourd'hui, voilà. C'est la Turquie aujourd'hui qui est la puissance pivot. C'est pas la troisième voie française. Mais de quoi parlez-vous? Vous avez l'impression qu'il y a une troisième voie française? Une Bah, voie écoutez, VOIE ou une voie VOIX? Une moi voie... personnellement, moi personnellement, je comprends pas la stratégie française aujourd'hui parce qu'elle n'est pas très lisible. Non. Donc peut-être que c'est une forme de troisième voie aussi, hein, c'est possible. Je pense qu'il y a peut-être de temps en temps, du côté de nos autorités, des prises de conscience et des volontés de parler un peu différemment. Il y a parfois peut-être des moments de lucidité. Mais le problème, c'est que pour être pris au sérieux, pour être respecté, pour être cru, il faut entrer dans une relation de respect, de confiance, et donc de permanence. Il faut de la permanence, en fait. Une politique étrangère, c'est pas une girouette, c'est une identification d'intérêts nationaux, une identification d'atouts, une identification de menaces, de handicaps, et d'espaces dans lesquels on peut agir pour nos intérêts, en premier lieu, et aussi pour d'ailleurs la promotion de nos véritables valeurs, qui peuvent être notamment des valeurs attachées à l'apaisement de la conflictualité mondiale. Mais est-ce qu'une parole française, comme l'a pu faire Monsieur de Villepin et Monsieur Chirac, peut revenir? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut refaire ça encore aujourd'hui en France? Ah, moi, je pense que si on le voulait, on le pourrait, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on serait Ça écouté si on le serait, faisait? mais on sera évidemment critiqué. Avez-vous vu ce qui s'est passé lorsque le président Macron est allé en Chine et a osé dire, et encore, il n'a même pas parlé de la France, il a parlé de l'Europe. Il a expliqué que l'Europe devait faire attention à ne pas céder à toutes les aventures par simple, si vous voulez, effet de cliquet, effet d'entraînement lié à l'appartenance à l'Alliance Atlantique. Il a dit quelque chose d'assez évident, d'assez juste, en fait. Simplement, une fois qu'on a dit ça, il faut prendre des positions en conséquence, c'est-à-dire chercher à promouvoir, déjà dans ce conflit qui nous préoccupe aujourd'hui en Europe et qui nous menace, dont l'escalade nous menace, prendre des positions, déjà pour moi sur le soutien, aux forces ukrainiennes, sur l'armement, enfin il y a un certain nombre de choses à faire, et ensuite il faut surtout, s'atteler et être à l'initiative de propositions pour la refondation de la sécurité en Europe. Parce qu'il n'y a plus de sécurité en Europe. Ça, je pense que là maintenant c'est clair. Tout a été détruit méthodiquement, et maintenant, avec cet affrontement, avec la position et l'attitude russe, mais aussi avec la nôtre, eh bien, on est parti dans un enchaînement assez vertigineux, dont on ne voit pas d'ailleurs l'issue. Parce que personne ne se pose la question de qu'est-ce que la paix, qu'est-ce que la victoire, où on en est qu'on a bien fait, voilà, Pour où vous, est la légitimité? pour vous, quelle pourrait être l'issue, pour le coup, tiens, puisqu'on en parle? Qu'elle pourrait ou qu'elle devrait? Ben, Parce quelle que pourrait l'issue, déjà? J'imagine que devrait, ça devrait être la paix, mais quelle pourrait, ça peut être la guerre ou pas? ben, on est déjà dans une forme, on ne le dit pas, on ne veut pas le dire, enfin, on est quand même dans un affrontement assez clair. Nous armons, nous livrons, nous entraînons, nous formons, nous finançons, un pouvoir, déjà, un pouvoir, et derrière, des troupes, ou du moins ce qu'il en reste, ukrainiennes, dans un affrontement jugé juste, légitime vis-à-vis de la Russie, qui certes est entrée sur le territoire ukrainien. Nul n'en dit ce qu'on vient, mais elle n'y est pas entrée pour rien. Elle n'y est pas entrée parce que M. Poutine s'est réveillé un beau matin, le 24 février, en disant allez hop, c'est comme ça, j'en ai assez. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est tout un enchaînement, c'est toute une série d'agissements, de promesses non tenues,
qui ont fait qu'à un moment donné, la menace a été jugée insupportable à Moscou et qu'il a été décidé de mettre un stop à ce qui était en train de se produire, c'est-à-dire une nouvelle offensive dans le Donbass, et surtout derrière, oui, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, qui est juste inconcevable du point de vue de la sécurité russe. C'est quand même pas, c'est assez évident. On peut le comprendre si les États-Unis voyaient le Mexique ou le Canada avec d'un seul coup des bases russes ou chinoises. Je pense qu'il ne se passerait pas 24 heures avant qu'il y ait une réaction militaire. Alors, je vais me faire l'avocat du diable quand même, Oui, un peu, hein, histoire allez-y, de. allez-y. C'est que là, la Finlande, qui est quand même aussi frontalier de la Russie, adhère à l'OTAN. Et là, il n'y a pas de réaction russe. Comment vous l'expliquez? Parce que d'abord, l'Ukraine et la Russie, c'est un ensemble, ça a toujours été un ensemble historique, culturel, politique. Ça n'a rien à voir avec le lien entre la Finlande et la Russie. Deuxièmement, géographiquement, l'Ukraine n'est pas du tout située au même endroit que la Finlande. Donc, si l'Ukraine entrait dans l'OTAN, on voit bien en regardant une carte que c'est la fermeture complète de la façade occidentale par des puissances de l'OTAN pour la Russie. Donc c'est un enfermement. Le complexe occidental russe, le complexe de l'assiégement, ça n'est pas un mythe. C'est une vieille, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de vrai. C'est pas du bullshit, quoi. C'est pas fait pour amuser le chaland. C'est quelque chose qui est très profond dans l'histoire et dans la conception russe de son territoire, de son existence géographique. De la même manière, l'accès aux mers chaudes. Quand on parle de la Crimée, quand on parle de l'invasion ou de la récupération de la Crimée par la Russie, on fait quand même semblant, on fait comme si le problème de la flotte de la mer Noire n'en était pas un, comme si vraiment c'était là encore un geste totalement inique, illégitime. Bon, non, tout ça est beaucoup plus en fait profond. Donc pour moi, la Finlande, je pense qu'en plus, enfin d'après ce qu'on a compris, il y a eu quand même en amont de l'entrée formelle de la Finlande, beaucoup de discussions avec Moscou. Ça s'est pas du tout passé de la même manière. C'est pas une attaque violente à vos frontières russes. Voilà. Mais Donc, voilà, là, comme je vous l'ai pas dit au comparable. début, bon, la stratégie française, elle est illisible. Bon, on a l'impression qu'à un moment donné, on est un peu aligné, puis on n'est pas aligné, puis voilà, Macron va en Chine, et puis il dit des choses. Mais bon, j'ai l'impression qu'aussi la stratégie française, c'est le en même temps macroniste. Est-ce que je me trompe? Ben oui. Oui, mais c'est surtout, oui, c'est bien sûr, mais c'est un manque je pense il n'y a pas de vision au départ. Et deuxièmement, enfin, s'il y a une vision, s'il y a un seul principe, c'est l'identification et la confusion entre les intérêts de la France et les intérêts de l'Europe. C'est-à-dire on parle de moins en moins de France. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de souveraineté européenne et de tout ça. Mais on sait bien qu'il n'y a pas de souveraineté européenne. D'abord, elle n'a jamais existé en tant que telle. Bon. Deuxièmement, il n'y a pas de peuple européen. Troisièmement, la France, ce n'est pas l'Europe. La France est une puissance membre de l'Union européenne. Donc derrière, il y a tout un projet qui est un projet européiste, qui est un projet fédéraliste, qui est un projet qui mène sa barque depuis des décennies, avec l'appui d'ailleurs des États-Unis, parce qu'en fait, l'idée, c'est, pour moi, enfin, tel que je l'analyse, c'est que plus les États composant l'Union européenne acceptent leur propre dissolution, au nom du fait qu'ils n'ont pas de poids individuel assez important pour compter, au nom du fait qu'on est plus forts tous ensemble, au nom, enfin, il y a tout un tas de justifications. Là, je parle d'unité politique, hein, je ne parle pas de force économique, de libre marché. Eh bien, plus on a cette acceptation de la dissolution des États-nations,
voilà, qui est clairement quand même derrière ce projet fédéraliste européen, plus en fait l'Europe peut exister en tant que magma qui est dépendant et volontairement dépendant des États-Unis pour sa défense, pour sa sécurité et bien sûr pour des questions économiques aussi. On vient de le voir quand même avec le sabotage de Nord Stream 1 et 2. C'est devenu... il ne s'agit plus d'en discuter, c'est un fait. Voilà. Mais l'Europe, ça ne peut pas devenir ce qu'avait souhaité le général de Gaulle, ou peut-être ce que disait à l'époque M. Mitterrand, c'est-à-dire la France en grand. Parce que, parce que bon, l'Europe, aujourd'hui, on peut dire que c'est l'Allemagne. On va dire, voilà, c'est eux qui ont le leadership. Mais est-ce que nous ne pouvons pas avoir à terme le leadership face aux Allemands au sein de l'Europe? C'est pas possible. Dans notre état économique présent, je vois mal ça, vous voyez. Pour l'instant, vous savez, quand l'Allemagne s'est réunifiée, on a eu quand même un réveil assez dur en termes géopolitiques internes européens. C'est-à-dire que la France, qui vivait jusque-là dans une relative quiétude et qui dominait politiquement l'Union européenne, tandis que l'Allemagne la dominait de plus en plus économiquement au nom de sa reconstruction, au nom de tout un tas de choses, d'un seul coup s'est trouvée d'abord comme une masse démographique plus importante que la nôtre. Et la géopolitique, c'est quand même aussi de la démographie. Et puis ensuite, elle a eu cette force économique et industrielle que n'a pas eu la France, qui est entrée dans une société de services des deux pieds et des deux mains et tout entière. Donc là, on voit bien aujourd'hui, on est dans une désindustrialisation qui est très grave. Les Allemands, eux, sont maintenant soumis à des pressions américaines considérables et à un chantage de fait à l'énergie et donc à la survie et à la reconsolidation de leur industrie. Les Polonais tirent les marrons du feu, si j'ose dire, et sont, de mon point de vue, la puissance montante sur laquelle l'Amérique mise contre l'Allemagne, et bien sûr contre nous, mais contre l'Allemagne essentiellement. Et là, tout s'y prête, tout s'y prête. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que l'élargissement de l'Union européenne après la fin de la guerre froide, de mon point de vue, a signé son affaiblissement stratégique et surtout l'impossibilité de devenir un acteur géopolitique autonome, puisque précisément on a fait entrer quasiment tous les anciens satellites, tous les pays satellites de l'Union soviétique, qui, évidemment, pour de bonnes raisons d'ailleurs, n'avaient pas envie, ont tout fait pour couper et pour amoindrir au maximum les liens avec la Russie. Donc on est, si vous voulez, géopolitiquement, l'Europe, elle devrait se concevoir comme un morceau de l'Eurasie et se dire, je suis entre l'Amérique, la Russie, puis la Chine, je dois jouer ma carte, j'allais dire, à 360 degrés. Je ne suis pas juste, je n'ai pas qu'un regard vers l'ouest. C'est-à-dire que lorsque vous dites l'Eurasie, c'est-à-dire une alliance avec la Russie, c'est ça? C'est pas une alliance, c'est déjà l'acceptation d'une coexistence. C'est une non-ingérence, c'est une compréhension des différences, mais aussi des convergences qui étaient très fortes. Il ne faut pas oublier que quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, il y a plus de 20 ans maintenant, il y a 23 ans et quelques, il était extrêmement, et jusque quasiment en 2008-2009, il était extrêmement pro-européen. Il proposait au contraire l'intensification des liens entre la Russie et l'Union européenne. Or ça a toujours été quelque chose que Washington n'admettait pas. Et que toute la partie des anciens pays d'Europe centrale, orientale, puis balkanique n'ont pas souhaité non plus, si vous voulez. Hein, à part les Serbes, et on a vu ce qui leur est arrivé. Bon, donc, on est, si vous voulez, il y a une espèce de hiatus et de renoncement à se voir tel qu'on pourrait être en Europe, même à l'échelle européenne. C'est-à-dire une Europe des nations. Le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il proposait? L'Europe
jusqu'à de l'Atlantique à l'Oural. Bon, c'est ça, c'est-à-dire de concevoir qu'il y a un ensemble d'États-nations qui ont beaucoup de choses à faire ensemble et qui ne sont pas des ennemis. Mais pour ça, il faut arrêter avec l'idéologie, arrêter avec le dogmatisme, arrêter avec l'antirussisme pavlovien, arrêter avec la haine, arrêter. Il faut comprendre les préoccupations sécuritaires des uns et des autres. Il y avait des bases de la sécurité en Europe dans les années 90. Elles ont toutes été pétardées. Tous les accords. Hein. Sur les forces conventionnelles, sur les forces nucléaires intermédiaires, la charte de Paris, tout a été cassé, START, tout. Donc, si vous voulez, et quand les Russes, en décembre 22, ont essayé une dernière fois, je pense, de proposer un draft, oui, qu'ils ont envoyé, un projet d'accord, si vous voulez, pour rétablir des bases de sécurité qui, évidemment, disaient, et c'est ça leur obsession, que l'Ukraine devait rester neutre stratégiquement, ne pouvait entrer ni du côté russe, ni du côté américain, dans l'OTAN. Eh bien, on leur a jeté les papiers à la figure. On leur a juste expliqué que ce n'était pas le sujet, qu'il y avait un truc qui s'appelait la politique de la porte ouverte. On a fait comme si le principe cardinal de la sécurité européenne, qui est l'indivisibilité, c'est toujours ce que je répète parce que tout le monde l'oublie, mais c'est le principe qu'il faut rétablir, c'est-à-dire que aucun pays ni aucun groupe de pays ne peut augmenter sa sécurité aux dépens des autres. Elle est une et indivisible. Donc chacun dépend de l'autre. C'est dissuasif, c'est comme ça que ça peut marcher. Nous, on a fait un bouclier antimissile qui est venu déjà directement, comment dirais-je, mettre en échec la dissuasion qui existait jusque-là entre la Russie et l'OTAN. Donc, si vous voulez, on est dans un... C'est de l'autisme, c'est dramatique. C'est dramatique Mais parce justement, que... Oui. est-ce qu'au Quai d'Orsay, parce qu'on a parlé d'idéologie, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il reste encore un peu cette vision gaulliste au Quai d'Orsay? Ou alors, est-ce qu'on a, depuis M. Lévite, qui était le conseiller à l'époque de M. Sarkozy, cette vision néocon au Quai d'Orsay? Je pense que oui, notre ministère des Affaires étrangères est quand même très largement pénétré et comment dirais-je, habité par des diplomates qui sont à des positions importantes et qui ont cette vision néoconservatrice du monde, voilà, pour lesquels l'Europe est un appendice, la France est un appendice de l'appendice américain, voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de Maintenant, troisième il y a voie certainement, française. bien sûr qu'il y a... Pardon? Il n'y aura plus cette fameuse troisième voie gaulliste française. Mais il faut la faire revivre, il faut la... Oui, mais les gens qui portent la voix de la France aujourd'hui, ils sont plus dans cette vision-là, j'ai l'impression. Non, ils sont plus dans cette vision-là, mais il y en a encore. Au Quai d'Orsay, il y a encore des diplomates qui ont une vision assez gaulienne du monde. Et de toute façon, l'évolution du monde est une démonstration jour après jour que c'est la seule qui vaille. C'est la seule qui vaille. Sinon, nous sommes condamnés. Nous sommes un appendice. Bientôt, nous serons un bout d'appendice, si vous voulez. Nous serons une petite scorie. Mais aujourd'hui, est-ce que si la France avait un discours différent, est-ce que ce discours serait entendu à travers le monde? Ah, je pense, oui. Je pense qu'il y a encore... au contraire, il y a une grande soif de voir des puissances de l'Ouest capables de comprendre le monde tel qu'il est, de ne pas toujours le voir sur un mode de bellicosité, d'adversarité, toujours se trouver des ennemis, les construire, les provoquer, aller les chercher. Tout ça n'a pas de sens. Surtout quand on prétend avoir des préoccupations sur l'avenir de la planète en grand, sur le développement des uns et des autres. Tout ça n'est plus aux dimensions des véritables enjeux. Simplement, il faut revenir à tout ce qu'on a sacrifié, c'est-à-dire la Charte des Nations Unies, par exemple. Il y a quand même, si vous voulez, depuis les années 90,
l'unipolarité, enfin, voilà, cette espèce d'hégémonie américaine qui s'est installée, a fait qu'on s'est mis à décider d'intervenir là où ça nous plaisait pour pour faire advenir, déjà pour casser tous les projets alternatifs possibles de puissance, notamment financière. Je pense aux rêves de Saddam Hussein, à ceux de Kadhafi, à toutes les unions monétaires africaines, à tout ça, à tous les grands États nationalistes. Tout ça, on l'a cassé, on s'est assis sur la Charte des Nations Unies, tout simplement. Alors, on peut toujours expliquer que le Conseil de sécurité, à cause de la présence des Chinois et des Russes, est une institution qui ne sert à rien, etc. C'est pas vrai. Elle elle servait à exprimer des désaccords et à tenir ceux qui voulaient entrer dans l'ingérence totale. Là, on n'a plus ça, donc on a une espèce de moteur emballé du côté occidental, sauf que pendant ce temps et du fait de nos excès, c'est progressivement autour de la Chine, qui évidemment a beau jeu de ramasser comment dirais-je, les pépites qui viennent de cela, autour de la Chine et de la Russie, qui est désormais vue par énormément de pays dans le monde comme une puissance résistante, qui a été capable de dire non, eh bien, est en train de s'agréger, de s'intégrer un monde considérable, un monde qui d'ores et déjà aujourd'hui, je ne parle que des BRICS tout seul, je ne parle même pas des 19 candidats qui veulent rentrer dans le jeu, je parle des simples BRICS initiaux. À eux seuls, ils ont déjà un peu plus que nous en matière de, de produits de la croissance mondiale, si vous voulez. Donc on est déjà, on est surclassé. Je ne parle même pas évidemment démographiquement. Donc il y a maintenant une alternative. Et évidemment, on ne peut pas ne pas parler des questions financières, parce que voilà, là aussi, la dédollarisation, tout ça, on en parle, nous, entre spécialistes, on essaie de le faire comprendre depuis des années, etc. Mais ça y est, là, ça y est. Quand vous voyez que l'Arabie saoudite, qui là aussi a su comprendre qu'il était temps pour elle non pas de s'aligner de l'autre côté, parce que je pense qu'on ne va pas aller vers un alignement comme du temps de la guerre froide. On va aller vers un polyalignement. Ce n'est pas le polyamour, c'est le Justement, ce n'est polyalignement. pas le retour de la guerre Voilà. froide. On n'est pas sur un Mais retour de la guerre froide avec peut-être plus de, avec l'Est contre l'Ouest, c'est-à-dire Chine, Russie, Inde d'un côté, Europe, États-Unis de l'autre. oui, mais ce n'est pas seulement Est-Ouest, c'est Nord-Sud aussi. Il y a une partie du Sud. Regardez la doctrine Monroe de chasse gardée américaine en Amérique latine, elle a du plomb dans l'aile. Regardez une partie de l'Afrique qui est en train de trouver que finalement, pour sa sécurité, même si c'est un peu brutal et même si elle doit donner quelques ressources pour cela, eh ben, elle préfère s'en remettre à des États comme la Russie. Parce qu'en fait, le problème, c'est la stabilité. La plupart des États sur cette planète, petits ou grands, ils ont besoin de stabilité. Or, l'hégémonie américaine était fondée sur l'hégémonie du dollar, parce que le dollar était vu comme, jusqu'en 1990, et même une fois qu'il a été décorrélé de l'or à partir de 71, il était resté un symbole concret de stabilité et donc de sécurité. À partir du moment où on est entré dans un excès, en fait, que ce soit l'extraterritorialité juridique américaine, que ce soit la politique des sanctions, que ce soit la politique punitive au nom des droits de l'homme ou d'autres choses, tout cela, si vous voulez, c'est trop inique, c'est trop injuste. Et ça empêche beaucoup de pays de toute nature, de tout poids, de se développer. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas, ils sont complètement soumis. Donc, ce que propose aujourd'hui la Chine avec le yuan ou avec le rouble, ou quand on voit ce qui est en train de se passer, là, comme l'échec de nos 10 paquets de sanctions est énorme, il est manifeste, eh bien, on se rend compte que de plus en plus
de pays, que ce soit l'Inde, que ce soit, enfin, il y a plein de pays qui sont en train maintenant de faire leurs échanges en roubles, en yuan ou dans leur monnaie nationale, parce qu'ils se disent avoir du dollar, c'est bien gentil, mais du jour au lendemain, on peut me geler mes avoirs. Et je pense que l'Amérique a fait une erreur colossale en février dernier, lorsqu'elle a voulu et dit qu'elle allait, de sa propre autorité, sans mandat, comme d'habitude, en autosaisine, n'est-ce pas, geler 300 milliards d'avoirs russes. Alors même si on ne sait pas très bien, on ne les a pas tous retrouvés, si j'ai bien compris, mais c'est une telle démonstration, si vous voulez, d'iniquité, que ça a été un signal colossal. C'est là que le boomerang se met en place, si vous voulez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Amérique, c'est en gros le grand Rome, mais en 480, c'est-à-dire voilà, qui est face aux barbares et qui est en train de tomber? Tomber, je ne sais pas. Moi, je ne vendrais pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, qu'il soit russe ou américain, hein. Non, il ne va pas tomber. Mais il est évident que l'hégémone, si vous voulez, l'idée d'une seule puissance qui fasse la loi, la paix, la guerre, qui décide si vous êtes gentil, si vous êtes méchant, si vous êtes bon, mauvais, tout ça, ça n'est plus audible. C'est ridicule. D'abord parce que toute cette politique d'interventionnisme, que ce soit les printemps arabes, que ce soit les révolutions de couleur, que ce soit les conflits libyens, syriens, irakiens, tout ça, et l'Afghanistan, n'a pas apporté le développement, la paix, la sécurité, la démocratie, rien du tout. C'est-à-dire que tout le narratif, comme on dit aujourd'hui, sur les valeurs pour finalement permettre cette ingérence, hein, que ce soit la responsabilité de protéger, le droit d'ingérence, enfin bon, bref, tout ça, ben, les résultats sont catastrophiques. Nous avons détruit des États entiers qui étaient richissimes, qui étaient forts, qui étaient multiconfessionnels, tout ça est en pièces. Donc c'est une démonstration tellement claire du cynisme occidental que, si vous voulez, le discours ne passe plus. Et c'est pour ça que je pense que le discours très pragmatique, très mais justement qui n'est pas cynique, parce qu'en fait c'est l'idéalisme qui est cynique. Le réalisme, il n'est pas cynique, il est froid. Il est, ben voilà, quels sont vos besoins, quels sont mes besoins, quels sont vos intérêts, quels sont mes intérêts, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, à quelles conditions. C'est beaucoup plus, voilà, on ne vient pas vous expliquer qu'il faut changer votre chef d'État, que ce ministre ne plaît pas, que ça ne marche pas tout à fait selon les mêmes. Il n'y a pas de conditionnalité politique. Nous, on fait de la conditionnalité politique depuis toujours en Occident, en Europe, en France, tout le temps. Bon. On voit bien que ça ne marche plus. Regardez ce qui nous arrive en Afrique, quand même. Ben oui, en Afrique, c'est quand même, là, on perd la main pour le coup. Et est-ce que ça, c'est définitif? Mais rien n'est définitif, mais il faut prendre conscience de nos erreurs déjà et de ce qui ne passe pas aujourd'hui dans le discours que nous pouvons avoir vis-à-vis de quelle est plein de l'erreur pays. française en Afrique? Parce qu'on a vu M. Macron aller en Afrique, ça n'a pas été un grand succès. Pourtant, lorsque M. Chirac y allait ou M. Mitterrand avant, je veux dire, là, c'était quand même autre chose par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Quelle est notre erreur principale vis-à-vis des Africains? Parce qu'on sent quand même qu'il y a une sorte d'anti-France en Afrique qui se généralise. Comment réparer ça? Comment réparer ça avec les Africains alors qu'on a une grande histoire avec ce continent? Moi, je pense que ce qui n'est plus supportable, c'est de leur faire la leçon et de ne pas les aimer pour autant. Voilà. Ah, ça paraît un peu comment dirais-je, psychologique comme analyse, mais je pense qu'on avait des liens extraordinaires avec des pays africains, même après la décolonisation, et que malheureusement, si vous voulez, entre faire la leçon,
leur expliquer que ça ne va jamais, les traiter comme des enfants, sans pour autant les considérer, ça ne marche pas. Ils préfèrent d'une certaine manière avoir des interlocuteurs plus durs, peut-être, plus brutaux, mais qui au moins leur racontent pas des bobards, si vous voulez. Est-ce qu'il y a aussi le fait que bah, la France se convertit aux nouvelles visions idéologiques, progressistes, wokistes, etc. Et que bon, bah, c'est pas non plus ce qu'attendent les Africains. Ah bah Peut-être ça, c'est qu'à cause de sûr. ça, ils ne nous respectent plus aussi. Ah mais ça, c'est sûr, mais le respect, c'est fondamental. Mais justement, tout est faux dans notre truc, si vous voulez. C'est pas du progrès, le wokisme. On va quand même pas il faut arrêter. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. C'est pas du progrès. C'est au contraire, c'est une forme de c'est une espèce d'épuisement de la notion de liberté, de droit, de protection des minorités qui finalement devient une forme de dictature complètement ridicule. Donc tout ça n'est pas du tout adapté aux civilisations. Si vous voulez, on a une espèce de paternalisme, en même temps de progressisme, en même temps d'universalisme, en même temps de capacité à faire à toujours expliquer aux autres ce qu'ils doivent faire, qui ne marche plus. C'est le grand retour de la souveraineté. Moi, ça fait 10 ans que j'en parle publiquement. Il faut comprendre que la souveraineté, c'est pas un gros mot, c'est une vertu en fait. Donc bien sûr, il y a des dépendances, bien sûr, il y a des petits et des grands États, bien sûr, il y en a qui doivent composer avec les uns et les autres. Certes, c'est comme les hommes et les femmes, c'est la même chose. Mais ce qui est insupportable, c'est quand on prétend savoir à votre place ce qui est bon pour vous et si vous ne le comprenez pas, quand on vous l'impose par la force. Alors ça marche pas. Mais là, il y a une Ça chose marche que je voulais vous demander, c'est que, regardez, les Anglais, avec leur Commonwealth, ont réussi quelque chose qui fonctionne. Bon, en France, on fait la francophonie, mais je n'ai pas l'impression que ça marche comme pour être le Commonwealth. Qu'est-ce qui manque qu'est-ce qu'on devrait faire pour revenir à ces relations apaisées, si je puis dire, et bah, on fraternelles même? déjà, on n'a pas du tout eu la même, forme de colonisation que les Anglais. Ben oui, la Eux colonisation eux n'était pas dure comme celle des Anglo-Saxons. notre présence? Oui. Oui, mais eux, ils ont créé des élites locales. Ben, Ils ont ça n'a pas été le cas des Français? Ah bah, pas de la même manière, non. Nous on a tout pris en main et puis après quand on est parti, on a dit: «Bon bah maintenant, allez, c'est vous». Non, les Anglais, ils ont su justement, créer et installer et finalement remettre une forme malgré tout de pouvoir, même si bien sûr ils gardaient la main supérieure. Mais, quand on voit ce qui s'est passé, mais même en Inde, même partout, donc ça a permis malgré tout à une forme de couche administrative notamment, et de gestion des pays, de pouvoir prendre la place, enfin en tout cas se substituer une fois que, donc on n'a pas la même forme de colonisation premièrement. Comment faire pour reprendre un peu notre place? Beh, il faut se rendre utile. Il faut être utile au pays. Il ne faut pas juste venir leur pomper, ce qui nous intéresse. Il faut, leur proposer, que ce soit de la sécurité, que ce soit du développement économique, commun, que ce soit mais c'est pas non plus juste des prébendes Lorsque vous dites pomper, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la France, elle va, je sais pas moi, dans les mines d'or ou que sais-je, et prendre des choses pour elle, c'est ça? Ça en gros? Non, aujourd'hui, la France, elle ne fait plus grand-chose en Afrique. C'est bien le sujet. C'est qu'entre les Chinois, les Libanais et les Russes, si vous voulez, on est quand même, on perd nos positions. Alors, certes, on a un problème, en tout cas en Afrique de l'Ouest, qui est celui de l'ancien colonisateur. C'est pas un statut forcément très enviable. Bon,
d'accord, c'est-à-dire il y a aussi des choses qui sont liées à notre histoire. Mais je pense vraiment que dans le discours, il y a un discours de maturité, d'égalité en fait, à avoir avec ces pays. Ça suffit. Ils sont pas, c'est pas des enfants. C'est pas les hommes politiques africains ne sont pas. C'est pas des enfants. Il faut arrêter avec le paternalisme. Voilà. Mais est-ce Moi, qu'il y a je une pense que remise en déjà, cause c'est à la première mettre? chose. Est-ce qu'il y a aussi une remise en cause à faire du franc CFA, par exemple? Est-ce que ça, par exemple, c'est un sujet qui est, je veux dire, qui est une brouille, quoi? Bah, c'est un sujet parce que c'est le reste d'une dépendance. C'est ce qui reste des liens, voilà, que nous avions. Après, je ne serais pas assez calée pour vous dire ce qui serait bon de faire. Mais en tout cas, ce sont des décisions qu'il faut prendre ensemble. Ce sont des décisions qu'il faut prendre ensemble. Mais quand vous voyez aussi que l'Organisation internationale de la francophonie est dirigée par une Africaine de l'Est, par exemple, Ah oui. bah C'est-à-dire une oui, mais enfin, anglophone, hein. et une anglophone. Enfin, il y a un problème, quoi, si vous voulez. Alors, voilà. Bon, je vais pas critiquer la politique présidentielle vis-à-vis du Rwanda, etc. Mais je pense que il faut quand même réfléchir aux endroits où nous avons encore des atouts, nous avons encore des amis, nous bénéficions encore d'une forme d'estime et de mémoire. Et voilà, il suffit pas de dire c'est la fin de la France-Afrique. Tout ça est un peu dérisoire. Il faut reprendre le discours de La Baule, il faut en finir avec un certain nombre de choses qui sont dedans. Mais d'une certaine manière, il faut traiter, à mon avis, les pays d'Afrique et leurs dirigeants et leurs peuples comme des égaux. Je vois pas pourquoi. Je pense Mais, que ça mais changerait beaucoup aujourd'hui, et je pense que les autres, je pense que nos concurrents jouent là-dessus. Évidemment, c'est tellement facile. C'est mais, tellement mais, mais, facile. mais aujourd'hui, à quoi sert en gros aujourd'hui la francophonie? Voilà, quel est son rôle à la francophonie? Est-ce que c'est une organisation supranationale qui a un rôle quelconque? Ou est-ce que je suis une coquille vide? Qu'est-ce que c'est exactement cette francophonie? Mais non, c'est quand même c'est une structure importante. Non, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut tout à fait conserver, mais il faut la rendre beaucoup plus vivante et il faut être aussi beaucoup plus agressif. Quand on voit qu'il y a des pays comme, je sais pas moi, comme le Vietnam, comme le Liban, où le français se perd complètement. C'est fini. Oui, c'est vrai Comment qu'on se parle plus fait-il le français au Vietnam. ben oui, comment se fait-il qu'on ait laissé faire ça? Si vous voulez. Si, on parle encore un peu le français, mais ça n'est plus la langue première, ça n'est plus on n'a plus de on a voilà, on n'a pas de politique suffisamment dynamique, suffisamment peut-être financée aussi. Mais il faut financer pas n'importe quoi. Il faut financer, des projets qui comptent, des projets qui sont démonstratifs, vous voyez? Voilà, il faut s'intéresser à tout ce que fait la francophonie et tout reprendre. Alors, je vais revenir, parce que vous avez parlé de la dédollarisation. Est-ce que là, je veux dire, on en sort du dollar? Est-ce que la sortie de dollar est immuable? Ah bah, c'est de toute façon, il va y avoir, d'ici quelques années un rééquilibrage et j'espère que ce ne sera qu'un rééquilibrage, que ça n'ira pas. Oui, mais les Américains, ils ne peuvent pas laisser faire ça. Parce que s'ils laissent faire ça, ça veut dire ils pourront pas ils pourront plus financer leur dette. Eh oui, mais c'est un très grave problème, mais je suis pas sûre qu'aller faire la guerre à la Chine va arranger les choses, si vous voulez. Oui, mais est-ce que C'est pas l'Occident peut perdre en Ukraine? Est-ce que l'Ukraine peut perdre? C'est ça le truc. mais qu'est-ce que ça veut dire perdre? Bah, ça veut dire que je sais pas, moi, peut-être la moitié du territoire ukrainien devienne russe, voilà, et que peut-être que les Russes arrivent jusqu'à Kiev. Parce que le truc, c'est que si l'Ukraine perd, c'est l'Occident qui perd, et c'est l'Amérique et son dollar qui perdent. Et Ouais. donc, le niveau de vie des Américains. Et moi, j'imagine que les Américains ne peuvent pas laisser s'écrouler leur niveau de vie.
Oui, mais gagner, ça veut C'est ça dire quoi? Ça l'enjeu. veut dire mettre des troupes américaines sur le terrain? Ils veulent déjà pas que leurs chars aillent sur le terrain. Je ne sais Ils pas restent en justement, c'est Pologne. là où il est l'inconnu. Non, moi je pense que l'idée américaine initiale était de pousser la Russie à la réaction et de faire s'effondrer son économie. C'était un mauvais calcul. C'est un pari perdu. Maintenant, il s'agit de, finalement, pousser la Russie à ne pas aller trop loin, mais à ce que ça lui coûte le plus cher possible, à ce que ça dure le plus longtemps possible, jusqu'à ce que, le rêve fou, des néoconservateurs se produise, c'est-à-dire que le pouvoir de Vladimir Poutine soit, Oui, mais ça, c'est un rêve fou parce fragilisé. que j'ai vu une de vos interventions où vous disiez que les Américains n'avaient plus de stock à donner aux Ukrainiens. Donc les Russes, ils vont envahir l'Ukraine très vite, théoriquement. Mais les Russes n'ont jamais voulu, à mon avis, il ne s'agissait pas d'envahir l'Ukraine, il s'agissait de la neutraliser militairement et ils En l'ont tout cas, neutralisé, clairement oui. dit, de la démilitariser, voilà, et ils sont en train de le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que, les forces ukrainiennes d'aujourd'hui, vu le niveau de leurs pertes réelles, que l'on nous a soigneusement cachées en Occident, mais qui est un niveau très, très important dans un rapport de 1 à 8 à peu près avec la Russie, avec les pertes russes, au détriment de l'Ukraine. Même chose pour les blessés, là, voilà. Il n'y a plus, si vous voulez, quand vous regardez la Russie et quand vous regardez l'Ukraine, vous comprenez bien que l'Ukraine ne peut pas l'emporter militairement. C'est pas Oui. possible. Même avec toutes les armes du monde, c'est pas possible. Voilà, elle a une population qui a diminué de moitié. Elle n'a quasiment plus d'hommes. Elle est en train de faire des campagnes littéralement de faucher les gamins dans les rues pour les entraîner au front. Pour aller se faire piler par l'artillerie russe. Donc c'est absolument dramatique. Nous prêtons la main à quelque chose qui est humainement tout à fait terrifiant parce que c'est sans issue. C'est Obama qui l'avait dit lui-même. La Russie a la dominance dans l'escalade. Bon, il l'avait compris, lui. Donc, c'est-à-dire que ça peut continuer, ça peut continuer, ça peut continuer. L'économie est en mode guerre. Ils ont des armes de toute façon qui surclassent nos armes occidentales, il faut quand même le dire, les armes hypersoniques pour l'instant en tout cas. Et l'Amérique ne veut pas mettre de troupes, bon, elle a mis un certain nombre de gens, mais elle ne veut pas mettre de troupes au sol. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour l'instant? Il y a des soldats polonais sous uniforme ukrainien. Bon. Voilà, parce que sinon, s'ils étaient sous uniforme polonais, ce serait un pays de l'OTAN qui serait. Bon, voilà, toujours la même Ah, chose. ce serait la Donc, Troisième Guerre on est dans un mondiale. espèce de jeu, horrible, de jeu de sang, où chacun fait semblant de ne pas voir la force véritable du ressentiment de l'autre, et où les Russes, depuis septembre dernier, ont clairement changé de dimension. C'est-à-dire, à partir du moment où les 4 provinces, les 4 oblasts, comme on dit, ukrainiens, peuplés de russophones, etc., ceux qui ont fait l'objet, notamment au nord, pendant un certain nombre d'années, de bombardements lors de la guerre civile, si vous voulez, de la part des forces ukrainiennes. À partir du moment où ces 4 oblasts sont un territoire russe, en fait, la Russie, là, elle fait la guerre sur son territoire, pour l'instant. Elle cherche à aller jusqu'aux limites administratives de ces 4 oblasts. Après, est-ce qu'elle ne va pas être tentée d'aller plus loin, ne serait-ce que pour pouvoir reculer un peu après dans le cadre de négociations? On peut l'imaginer. Après, il y a la question du sud, d'Odessa. Là, à mon avis, c'est quand même une décision très compliquée parce que certes, c'est une ville russe, certes, mais ça couperait l'Ukraine de la mer. Donc c'est vraiment encastrer l'Ukraine, lui faire ce qu'elle a voulu faire, si vous voulez. Mais bon, donc si on continue dans ce jeu sinistre, la Russie pour l'instant, elle n'a pas vraiment de raison de négocier, surtout qu'elle sait qu'elle négocie avec des gens de mauvaise foi.
On a quand même le président Hollande et Angela Merkel qui ont trouvé très drôle d'expliquer qu'en gros, leur signature valait tripette et qu'ils avaient négocié les accords de Minsk, non pas pour qu'ils soient en quoi que ce soit appliqués, d'ailleurs les Ukrainiens n'ont jamais voulu les appliquer, mais pour gagner du temps, pour que pendant ce temps, on prépare l'armée ukrainienne à un choc avec la Russie. Donc, on est vraiment dans une situation, je ne parle même pas des insultes, enfin, voilà. Ceci dit, moi, je pense qu'il faut aller très, très vite au cessez-le-feu pour des raisons humanitaires. Humanitaires, pour le peuple ukrainien. C'est pour les Ukrainiens qu'il faut y aller, ce n'est pas pour les Russes. Et il faudrait donc arriver à… Mais ça veut dire que l'Ukraine va devoir faire des concessions considérables, parce que la posture du président Zelensky, bon, certes, il est entouré de gens encore bien plus jusqu'au-boutistes que lui et bien plus dangereux. Et s'il ne veut pas qu'on lui fasse la peau, je pense qu'il est obligé d'avoir aussi des positions très, très Mais dures. est-ce qu'ils peuvent négocier? Est-ce que ce n'est pas comme l'écrit M. Régis Sommier, jusqu'au dernier Ukrainien? Si, mais ils l'ont dit, mais c'est des Ukrainiens qui ont dit ça. Ou c'est des Américains, je ne sais plus, à un moment donné, c'est une déclaration d'un responsable, bien sûr. Si vous voulez, Zelensky, il a passé un décret disant qu'il ne pouvait pas négocier avec Poutine. Bon, donc, il explique qu'en gros, il veut bien négocier, mais pas avec Poutine. Ça va quand même être compliqué, parce que c'est quand même la Russie qui est chez lui, et c'est la Russie qui gagne militairement. Donc, si vous voulez, c'est surréaliste. Il faut qu'il y ait un effet de réalité, et je pense que le calcul américain actuel est peut-être de faire une dernière grosse livraison, gros soutien, grosse aide militaire pour permettre aux Ukrainiens de lancer ce que moi j'appelle un baroud d'honneur, c'est-à-dire une offensive qui pourra durer des mois, hein, parce que tout dure des mois, étant donné que les Russes font une guerre d'attrition, si vous voulez, c'est très très lent. C'est pas, évidemment, ils pourraient vitrifier l'Ukraine, c'est pas la question. Mais ils essaient de préserver, quoi qu'on en dise, les populations civiles au maximum. Ils essayent. Bon. Donc, ça peut être très long. Mais l'idée, c'est peut-être, du point de vue américain, de faire en sorte que l'Ukraine fasse cette dernière tentative, qui est vouée à l'échec. Une sorte de contre-offensive, Oui, comme mais dans les Ardennes à l'époque. Oui, mais qui est vouée à l'échec. Et une fois qu'il sera bien clair, y compris pour les Ukrainiens eux-mêmes, pour le peuple ukrainien eux-mêmes, que c'est pas jouable, que c'est pas gagnable, qu'il faut négocier, eh bien, on pourra toujours dire, et vous verrez que le narratif dans les médias occidentaux changera comme il faut. On dira que c'est pour sauver le peuple ukrainien, que cette offensive a arrêté la Russie et que la Russie maintenant est prête à négocier parce qu'elle sent bien qu'elle ne va pas pouvoir y arriver, etc. Et qu'en fait, l'Ouest, après avoir sacrifié l'Ukraine, sera son sauveur, n'est-ce pas? Et qu'il faut passer à la reconstruction. Je pense que ça pourrait tout à fait se passer comme ça. Oui, mais ça peut malheureusement. marcher pour les opinions publiques, à la Oui. rigueur. Mais en macroéconomie, ça ne marcherait pas pour les Américains parce que tout le monde saurait, tous les dirigeants mondiaux sauraient que c'est une façon pour les Américains de perdre la face, quoi. Ben justement, c'est toujours la même chose. Si vous voulez arriver à ne pas perdre la face, il faut que votre ennemi soit assez gentil pour vous permettre de ne pas la perdre. Et qu'il ait intérêt lui aussi, qu'il y trouve son intérêt. Mais quel est l'intérêt des Russes pour le coup? Pour l'instant, la Russie, elle continue. On ne voit pas très bien pourquoi elle négocierait. Mais il est évident qu'un conflit qui dure pendant des années, c'est quand même, c'est pas bon, c'est même très mauvais. C'est très lourd économiquement, il ne faut pas non plus imaginer que tout ça se fait la fleur au fusil et que tout va bien. C'est un pays en guerre. C'est pour ça que c'est totalement délirant de dire qu'on va négocier, mais que le préalable, c'est que la Russie retire ses troupes. Mais quel est le pays qui ferait ça? Mais personne n'a jamais fait ça. Qui peut faire ça? On ne va pas dépenser des centaines de millions, faire tuer des dizaines de milliers d'hommes, même s'il y en a beaucoup moins que les Ukrainiens,
mettre un pays en état d'économie de guerre, faire tout ce qu'ils sont en train de faire pour dire oh, bah, d'accord, finalement on revient. Alors là, il est mort politiquement, Poutine, s'il fait ça. Donc ça n'arrivera pas. Donc il faut devenir réaliste. C'est douloureux, il faut être réaliste. Voilà. Donc il va falloir trouver, à mon avis, pour moi, le principe cardinal, c'est la neutralisation stratégique du pays, c'est évident. Et il va falloir des garanties croisées de cela. Les 4 provinces, bah, je pense que voilà, c'est fini. La Crimée, n'en parlons pas. Donbass, Crimée, ce sera russe, j'imagine. Bah, Définitivement. oui, mais ça l'est, ça l'est, Déjà. ça l'est. Oui, ça l'est. Donc voilà. Après le reste, ce sera peut-être un conflit gelé, vous savez, parce que tant que l'Ukraine est en conflit, elle ne peut pas rentrer dans l'OTAN non plus. Vous savez, l'Alliance n'accepte pas de pays avec un conflit sur son territoire. Donc, ça peut être une solution. Ça peut être un truc à la coréenne, effectivement, comme ça a été dit par plusieurs. Il n'y a pas d'accord de paix, mais voilà, il y a une zone, on se fait face, il y a des troupes internationales qui assurent, je ne sais pas, enfin on peut. Après, c'est de la négociation. Alors, on n'a pas parlé de la Chine. Et est-ce que la Chine, par exemple, peut, en voyant l'Ouest affaibli, se dire tiens, on va aller à Taïwan? Mais Est-ce que ça, c'est une Taïwan possibilité? appartient à la Chine. Mais c'est pas un pays Taïwan, autonome, c'est pas un pays indépendant, Taïwan, mais bien sûr que aujourd'hui. non. Mais bien sûr que non. C'est un pays, 2 systèmes. D'accord. Allez voir le site du département d'État, Oui. parce que c'est ça qui est délirant. C'est ça le narratif de guerre permanente américain qui est fou. C'est que sur le site du département d'État, c'est écrit noir sur blanc. Les États-Unis reconnaissent qu'il y a une seule Chine, hein, et que Taïwan fait partie de la Chine. Donc, on est en train de créer un problème considérable pour justifier tout le reste, comme d'habitude. Et on envoie Pelosi, on envoie machin, et on envoie bon, et on fait des manœuvres, et après on s'étonne que les Chinois en fassent aussi. Après, si vous voulez, tout est artificiel. Le problème de Taïwan, c'est un problème militaire, c'est-à-dire, c'est essentiel. Alors, bien sûr, il y a les semi-conducteurs, les entreprises, etc. Mais l'Amérique est en train de remettre tout ça sur le sol américain, donc c'est en cours aussi en partie. Mais c'est aussi un problème pour les sous-marins chinois. C'est un problème de profondeur, c'est-à-dire que la côte extérieure, si vous voulez, la côte qui fait face aux États-Unis de Taïwan est une côte très favorable à avoir des sous-marins qui descendent très très vite, alors que de l'autre côté, les sous-marins chinois, ils sont regardés comme, comme une grenouille dans un petit verre, si vous voulez. On les voit très bien, parce qu'il n'y a pas de grand fond. Bon, donc il y a des enjeux de dissuasion réciproque, si vous voulez, entre l'Amérique et la Chine. Ensuite, il y a des enjeux que nous, on appelle de liberté des mers, mais la Chine, elle considère que c'est quand même un peu son précaré, que c'est la mer de Chine, bon, méridionale, voilà, occidentale, orientale, pardon. Donc, il y a tout un tas d'enjeux, mais on est en train, là aussi, de construire la Chine comme ennemie systémique, comme si elle était dans une posture comparable à celle de l'Amérique, qui est une posture toujours de jeu à somme nulle, de jeu, je te tue, enfin tu n'as pas le droit d'exister, quoi. Bon, Parce que tu ne peux pas la Chine, elle exister. n'a pas une vision américaine, c'est-à-dire une vision de Ben non. domination, non? Je pense que la Chine, elle a envie de reprendre la place qui a été la sienne il y a quelques siècles. Et elle en a assez d'être, j'allais dire, économiquement maintenant la première puissance mondiale et de ne pas en avoir les atouts. Et aussi la domination financière américaine, des institutions financières internationales, etc. Tout ça n'est plus en fait représentatif de la réalité multipolaire de ce nouveau monde.
C'est-à-dire que nous, on voudrait, on s'accroche à ce qui nous convenait, à ce qui était notre âge d'or, si j'ose dire. Enfin, nous, quand je dis nous, je pense aux Américains et aux Européens qui les suivent. Donc, mais ça n'est plus représentatif. Ça ne correspond plus à la réalité du monde. Voilà. Et ce qui est Mais dramatique, c'est qu'en construisant l'ennemi, on accélère cette repolarisation. Au lieu de chercher à créer d'autres mécanismes, ce qui n'empêche pas la concurrence, ce qui n'empêche pas, bien sûr, la protection, mais si vous voulez, à la fin, c'est dans quelle mesure je m'autorise à intervenir dans tes affaires intérieures. Bon, bah ça, c'est clair que ni les Chinois, ni les Russes, ni les Indiens d'ailleurs, et de moins en moins de pays ont envie de supporter cette espèce de position de surplomb là, qui ne se justifie plus. Même les quel Saoudiens problème? ne le veulent plus. Même les Saoudiens ne le veulent plus. Même les Saoudiens, alors ça veut dire que les Saoudiens Ouais. qui sont les grands alliés des Américains. Eh ben oui. Ah ouais, ouais. Donc qu'est-ce que là, j'ai l'impression que en vous écoutant, qu'en fait, nous n'existons plus. Voilà, que la France, et qu'on doit qu'on va dire, voilà, nous n'existons plus, nous ne sommes plus la France, nous devrons être, je sais pas moi, nous Non, mais devrons être. non, mais Pardon? là, vous vous adressez à la mauvaise personne. Moi, je pense que la France existe. Ah, la France existe quand Je, même. je pense que la France ne doit pas renoncer à elle-même. Évidemment, c'est très compliqué parce qu'on est dans une situation financière et économique très compliquée, quoi qu'on en dise. Et donc, on est dépendant des taux, on est dépendant de plein de choses, on est dépendant des taux de service de notre dette, on a peur de faire défaut. Enfin, je veux dire, il y a des choses très, très évidemment que les gens, que les auditeurs ne perçoivent pas, parce qu'à moins d'être investisseur, d'avoir de l'argent ou de s'y intéresser comme moi, bon, mais ça, c'est une. On ne peut pas être une puissance juste politique, si vous voulez. Ça ne suffit pas de parler. Il faut avoir, faut avoir des arguments. Et donc, pour notre pays, il est urgent, évidemment, de le remettre déjà de reprendre en main les choses économiquement, industriellement, de cesser de vendre nos bijoux de famille, de réindustrialiser. Mais oui, donc c'est toute une Je crois que c'est pas politique. le plan du gouvernement de faire Mais ça. voilà, Je crois je que ne c'est pas suis le pas au plan. gouvernement, je ne suis pas au gouvernement. Voilà, donc il faut une politique de souveraineté nationale déjà, tout simplement, déjà. Est-ce qu'il faut sortir de l'Union européenne? Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'on n'a pas besoin de sortir de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous voulez faire? On va faire ce qu'ont fait les Anglais, mais on n'a même pas la livre, nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On est dans l'euro. Revenir au franc comme le demandent certains? Ah Non? ouais, ouais. Bon, alors là, on va revenir à la Grèce surtout. On va être. Non, non. Enfin, moi, ça me semble fou et inutile. En revanche, s'allier avec les pays en Europe qui sont capables, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont capables d'avoir une politique, ne serait-ce que, enfin, une vision d'eux-mêmes, une vision d'eux-mêmes comme autre chose que juste un petit pois dans une boîte, quoi. On n'est pas des petits pois dans une boîte de petits pois, l'Europe, c'est pas ça. Voilà. Vous savez, On est ça me des paraît grandes et vieilles compliqué. nations. Oui, Moi, je c'est vais un vous pari dire, très compliqué. heu Et heu, c'est aussi culturel, c'est aussi spirituel, c'est aussi bien sûr. civilisationnel, il y a toutes ces dimensions-là. Évidemment, si on les nie toutes et si on postule que tout se vaut, que on est tous pareils, on n'a plus d'histoire, on n'a plus rien, on n'a plus de langue, bon, bah d'accord, oui, alors à ce moment-là, comme je dis, autant aller planter des Non, fraises. mais vous avez raison. Vous savez, moi, je fais des fois des émissions au parlement de Strasbourg et lorsqu'on va au parlement de Strasbourg, pour moi, c'est dramatique parce qu'on a l'impression qu'on est déjà, chez Google. Deux, on a l'impression qu'il y a plus de présence française. On a Ouais. l'impression qu'on est chez les Germains ou les Scandinaves. En tout cas, on n'est plus en France. Et je vous dis très sincèrement, on a l'impression qu'on a tout abandonné. Et parfois, j'ai le pessimisme. Quand je vais là-bas, je repars pessimiste, parce que je me dis, oh là,
Avant C'est qu'on. vrai, Mais vraiment, hein. Et quand je c'est vous vrai entends, que je suis c'est. pessimiste aussi pour le coup. Mais écoutez, moi je pense en tout cas qu'on ne peut pas juste se gargariser de rêves, il faut partir du réel et le réel, bah, c'est qu'on a beaucoup abandonné quand même. On a beaucoup laissé couler, c'est un peu la politique, comme disait le général, c'est la politique du chien crevé au fil de l'eau, quoi. Voilà, on verra, après moi le déluge. Bon, voilà. Donc oui, ça demande déjà des hommes politiques conscients et volontaires et très courageux et qui prennent des coups déjà le débat des idées est tellement difficile, comme vous le savez. C'est tellement difficile d'expliquer une situation dans sa complexité, bon, Mais, que mais, mais- mais justement, vous étiez, tiens, je parlais un peu présidentiel, vous étiez, je crois, près de M. Zemmour. Est-ce oui. que, par exemple, M. Zemmour est une personnalité qui peut peut-être à terme faire revenir la France dans le jeu, dans le jeu politique mondial? Est-ce qu'il a un avenir politique déjà, tiens? Je n'en sais rien, je n'en sais rien du tout, je ne travaille plus, heu, avec lui, pour diverses raisons, mais aussi des raisons de fond et de forme. Je pense qu'il a eu le mérite de dire beaucoup de choses, très justes qui n'étaient pas dites. Il a eu le mérite d'ouvrir un peu le débat, de le désinhiber, mais après, malheureusement, il s'est refermé, voilà. Donc il a refermé le débat après l'avoir «ouvert» entre guillemets, de mon point de vue. Voilà, après les questions internationales, c'est une autre affaire et la guerre est arrivée et là, il y a eu une espèce de folie, de propagande qui s'est déversée d'un seul coup avec, ce qu'il fallait penser, ce qu'on pouvait dire, ce qu'on ne pouvait pas dire. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, il y a plus 1 centimètre pour l'intelligence de situation. Il y a plus rien, il y a plus d'espace. Vous êtes obligé de prendre fait et cause, et à partir de ce moment-là, bah, on comprend plus rien et on se laisse entraîner et quand même 1 an plus tard, c'est pas brillant, hein. C'est pas brillant. Voilà. Alors, nous sommes plus de 2000 personnes en même temps. Je vous remercie. Déjà 1h15 d'entretien. Et ma dernière question, OK. chère Madame Galacteros, est-ce que vous êtes quand même confiante? Est-ce que vous avez quand même espoir dans une forme de sursaut français à l'avenir? Parce que c'est vrai que la France, on a connu des péripéties, mais il y a toujours eu une sorte de flamme qui a fait qu'il y a eu un sursaut. Est-ce que ça, vous y croyez encore? Parce que là, on était pessimiste, mais bon, je voudrais quand même un peu d'optimisme pour la Écoutez, conclusion. moi j'y crois parce que si je n'y croyais pas, je pense que j'abandonnerais tout. C'est quand même assez difficile et parfois assez décourageant quand on voit le niveau d'ignorance et de bêtises, dans mon domaine, hein. Je parle dans le milieu, médiatique, qui prétend, parler des questions internationales. C'est quand même, c'est lourd. Donc oui, moi j'ai toujours espoir, mais c'est ma nature. C'est ma nature et je pense qu'il faut des hommes et des femmes qui soient capables de prendre un peu le mors aux dents et de se dire: «Mais c'est pas possible, on peut pas juste, dévisser comme ça et s'en contenter et trouver que tout ça finalement c'est le sens de l'histoire ou c'est je ne sais quoi». Non, c'est pas vrai. L'histoire, elle se construit avec des volontés, elle se construit avec, des êtres courageux, qui se sacrifient d'une certaine façon à l'idée qu'ils se font de leur pays, qui sont exemplaires, Vous qui en voyez sont encore voilà. des personnalités courageuses Bah, je cherche, je cherche. C'est difficile, je cherche, mais je ne vois pas sans courage. Enfin, il faut de la lucidité, il faut du courage. Voilà. La Bon, bah, lucidité, ça peut conduire au désespoir ou ça peut conduire au sursaut. Voilà, qu'est-ce voilà. qui pourrait conduire au sursaut? Je sais pas, une humiliation suprême, mais en même temps, on en subit tellement et on se laisse, finalement parce que le problème, c'est aussi l'immédiateté, c'est aussi
c'est aussi le tempo. Et le tempo, il est tellement rapide. On parle aux gens de tellement de choses en permanence, tout le temps, et puis on leur répète les trucs, on leur lave le cerveau, mais d'une manière délirante, et en même temps, il y a une profusion. Donc, il y a cette espèce d'illusion d'être informé alors qu'on est très, très massivement et méthodiquement désinformé quand même. Donc, on ne s'attarde pas, les gens ne s'attardent plus. Et puis, il y a un tel niveau d'individualisme. En même temps, moi, je pense que les Français ont sans doute infiniment plus de bon sens que bien souvent leurs élites dirigeantes. Et ils se rendent bien compte quand même, au bout d'un moment, c'est un peu comme le gel des avoirs russes, si vous voulez. Il y a un moment où on se dit, non mais attends, mais demain, mais c'est mon tour. Mais si on ne fait rien, on meurt. Voilà, c'est ça. Donc moi, je me résous pas à attendre Godot. Et je pense que je ne suis pas toute seule. Il faudrait que tous ces gens se rassemblent, résistent, soient aidés, soient compris, soient déjà écoutés un peu. Et c'est valable dans les relations internationales. Mais dans les relations internationales, on a besoin de respect et de confiance. C'est tout, hein. C'est le début. Respect, confiance. Donc c'est l'inverse de l'ingérence, c'est l'inverse de la politique punitive, c'est l'inverse de l'anathème, c'est l'inverse de l'ostracisme, c'est l'inverse, voilà. On fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. En tout cas, merci beaucoup, chère Caroline Redkeros. On a passé Je 1h15 vous en prie. ensemble, passionnante. Hein. Je vous en J'espère que prie. j'espère que C'était un grand plaisir. ben, moi de Vraiment. même, et j'espère vous Une vraie revoir discussion. encore. Et vous avez une actualité, j'imagine. Vous avez bientôt une actualité, un livre, quelque chose. Ben, Bientôt. le livre, il faut que je l'écrive, mais il faut que j'ai le temps. Voilà, je cherche le temps et parfois l'énergie aussi. Ben, Voilà. on attend ça avec grande impatience. Merci beaucoup. Merci, Donc, c'est moi. merci à tous. Vous étiez plus de 2000 ce soir. Et à jeudi avec Nicolas Dupont-Aignan dès 19h. Allez, salut, Très bien. ciao. Au revoir. Au revoir.